Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre nouvel album est un bouquet d'émotions et pas seulement parce qu'il s'intitule À fleur de corde. Vous démontrez une fois de plus, à travers votre écriture et vos mélodies, que vous avez plus de 6 cordes à votre arc et surtout à votre guitare. Bonjour Linda Lemay. Bonjour, comment ça va? Très bien, puisque vous êtes là. De retour en France, entre deux voyages, entre le Québec et la France. Oui. Je ne sais pas comment vous faites. Il y a beaucoup de décalage, beaucoup de nuits blanches, Oui. mais mes nuits blanches sont pleines de beaux rêves que je réalise sans arrêt, donc il n'y a pas de problème. Je suis toujours aussi passionnée, puis j'ai hâte d'aller à la rencontre des publics, peu importe que ce soit au Québec ou en Europe, un petit peu partout. Voilà. Des nuits blanches, mais avec des rêves ou en couleur, bien entendu. Bien sûr. Alors, un nouvel album qu'on va évoquer tout à l'heure, bien sûr, un album étonnant avec 2 guitares, mais le principe des clés d'une vie, c'est toujours, plus que jamais, vous étiez venu tout au début des clés d'une vie, Oui. c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première, elle n'a pas de rapport avec vous, mais je vais quand même l'évoquer parce qu'il y a quand même un lointain rapport. Le 17 décembre 1965, c'est la première au Théâtre du Châtelet d'une opérette où naît une chanson qui a été très importante dans votre parcours. La bohème, nous ne mangions qu'un jour. Alors, cette chanson, elle a une histoire. Oui. L'opérette s'appelle Monsieur Carnaval, c'est Frédéric Dard et Charles Aznavour qui l'ont écrite. Aznavour répète une chanson sur la scène du Châtelet, et le directeur Maurice Lehmann lui dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme mélodie ?»« Oh ben ça, je suis en train de trouver quelque chose. » Et c'était la bohème. Ah. Et c'est comme ça que la bohème est née. Mais est-ce que vous savez peut-être pas que ce n'est pas Charles Aznavour qui l'a créée? Écoutez. La bohème, ça voulait dire. Georges Guettari, ça vous dit quelque chose? Oui. Un roi de l'opérette, et donc c'est né dans Monsieur Carnaval avec Georges Guettari, qui était la tête d'affiche, et Aznavour l'a créé ensuite. C'est fou, ça! C'est fou, hein? Ah, vous m'en apprenez. Et pourquoi je parle de cette chanson? Parce que je crois qu'en colocation, cette chanson a été très importante pour vous, Linda Lemay. Oui, effectivement, parce que je me rappelle que c'est une de mes préférées du répertoire de Charles Aznavour, parce que c'est lié à un moment où est-ce que j'habitais avec ma meilleure amie à Montréal. C'est très rare là, que j'ai eu des pieds à terre à Montréal même. Et puis, et je me rappelle quand on voulait se faire des soirées chansons, où est-ce que ça allait nous inspirer, parce que mon amie Julie Lebon, qui est aussi autrice, compositrice, interprète, aimait beaucoup avec moi écouter des chansons, puis après ça, on se sentait tout inspiré. Et la bohème a vraiment fait partie de ces chansons-là qui faisaient en sorte que quelques jours après, on écrivait plein de chansons à notre tour. Voilà. Et en plus, ça correspond à cette époque de votre vie où quelquefois vous n'aviez pas de quoi payer le loyer. En plus, c'est vrai. Heureusement que j'ai eu ma famille avec moi pour m'aider dans les périodes de vache maigre. Je crois que c'est votre sœur qui travaillait à l'OTAN qui réglait vos loyers. Et elle travaillait pour une usine de camions de transport et tout ça. Et effectivement, moi, pendant que j'écrivais toute la journée, elle travaillait fort, puis le soir, elle venait me rejoindre, puis je lui chantais mes compositions. Puis pendant ce temps-là, effectivement, c'est elle qui s'occupait de payer le loyer, puis je lui en serai à jamais reconnaissante. Je me rappellerai aussi toujours d'une fois où est-ce qu'elle m'avait amenée à l'hôtel à Montréal, puis ça coûtait 100$ la chambre, puis là, j'avais dit, je te redevrai ça. Fait que là, les fois où est-ce qu'elle vient à Paris puis que je la traite en princesse, là, on se rappelle de ce moment-là, de la fameuse chambre d'hôtel à 100$ à Montréal. Depuis, vous avez gagné à être connu aussi, c'est autre chose. Et voilà. Alors, il se trouve que vous êtes né à Portneuf. Portneuf, je ne sais pas si vous le savez, c'est très important dans l'histoire du Québec. C'est parce que en 1681, René Robineau de Portneuf obtient que sa seigneurie soit érigée en baronnie. Et c'est l'une des 3 baronnies de la Nouvelle-France, donc du Québec. Ah oui? Oui. Ah. Portneuf est une ville qui a vraiment compté dans l'histoire du Québec. Je savais pas ça. Et à Portneuf, il y a une rue qui s'appelle la rue Lemay. Mon père a habité cette rue-là, donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, cette ville-là. Et je vis un petit deuil ces temps-ci parce que ma mère va aller en résidence, donc on va perdre notre maison. La maison de mon enfance va être en vente et je pensais jamais que c'est quelque chose qui allait arriver. Je pensais toujours avoir accès à cette maison-là. Donc, heureusement, j'en ai fait une chanson
chansons, donc ça aide à faire le deuil. Exactement. Alors, il se trouve que cette enfance, dans cette maison, vous l'avez passée dans une bulle parce que vous étiez vraiment celle de la famille qui était dans son coin, alors que Oui. tout le monde riait, sauf vous. Mais c'est vrai, j'étais dans ma bulle. C'est comme si, quand j'étais petite, j'étais la fille du milieu, c'est-à-dire que j'ai 2 sœurs, une plus vieille d'1 an, une plus jeune d'1 an, et j'étais l'enfant sandwich, comme on dit, et celle qui était un petit peu transparente, qui savait pas ce qu'elle allait devenir. Alors, j'ai observé énormément dans cette période de ma vie. Oui, mais on avait l'impression que vous ne faisiez rien alors que vous observiez Linda Lemay. Exactement. Ben, c'est ce que je me suis rendu compte avec le temps, puis en analysant ce que j'étais comme petite fille, je me dis ça aujourd'hui, je me dis probablement que tout ce que j'ai analysé, tout ce que j'ai observé du monde autour de moi, c'est devenu des chansons depuis ce temps-là. Et puis vous aviez presque un complexe, vous aviez l'impression d'être quelqu'un qui n'avait rien à dire et rien à faire dans ce monde-là. Mais c'est exactement comme ça que je me sentais. Je me sentais pas intéressante. Je voyais pas ce que je pouvais ajouter aux conversations des gens qui m'entouraient. Et encore aujourd'hui, il y a des moments où je peux me sentir comme un petit peu à l'extérieur de la réalité. Puis dans ces moments-là, on dirait que c'est là que j'écris le mieux. Oui, ben c'est en général à l'extérieur de la réalité que les poètes et les poétesses écrivent voilà. le mieux. Ouais. Alors, les chansons, je crois que ça a commencé à l'âge de 9 ans avec un piano familial où vous aviez des musiques basiques, Linda Lemay. Bien, j'avais pris des cours de piano quand j'étais à l'école primaire pendant 3 ans. J'avais arrêté parce qu'il y avait trop de gammes puis trop de choses à apprendre par cœur. Mais ça m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'était créer. Donc, à 9 ans, je me suis levée avec une idée assez particulière, c'est-à-dire celle d'écrire une chanson alors que je faisais pas ça du tout dans la vie et je pensais jamais faire ça dans ma vie. Mais oui, il y a une chanson qui est née ce jour-là. Puis j'étais avec ma sœur Diane, qui est ma grande complice. On avait eu cette idée-là ensemble. Puis je pense qu'on avait créé cette chanson ensemble. En tout cas, on l'avait signée ensemble. Ça s'appelait « Papa, es-tu là ?» Voilà, vous avez repris, on ne la connaît pas cette chanson, vous l'avez jamais enregistrée, Non. mais vous avez repris plus tard l'idée avec une chanson qui est un classique de votre répertoire. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance maintenant, le plus fort c'est mon père. C'est la première version, on évoquera la nouvelle version tout à l'heure. Oui. C'est vrai que votre père a été très important pour vous. Je crois qu'il vous a appris la vie. Il vous a dit un jour, le ciel ou l'enfer, on se le fait sur terre et Oui. ensuite on bâtit le ciel. C'est effectivement... Ah mon Dieu, comment vous savez ça? Mais oui, c'est vrai que papa était pas du tout le genre grande gueule. Donc, c'était pas le genre à nous conseiller souvent. Mais quand il disait quelque chose qui venait de son cœur, on s'en rappelait toute la vie. Et ça, je me rappellerai toujours de ce jour-là où il a dit non, le ciel ou l'enfer, on se le fait sur terre. Et c'est tellement vrai. Il vous a appris aussi, je crois, la sincérité et la générosité. Oui, parce que mon père était cet être-là, très discret. Il promettait rien. Il disait rarement « je t'aime », mais il le faisait. Et ça, ma mère, je me rappelle, il a dit « je t'aime », je pense, au bout de sa vie. Je pense la veille de son départ, il a dit à maman « je t'aime » et elle se rappelait plus vraiment s'il lui avait déjà dit avant parce que toute sa vie, il l'a fait tellement bien que c'était une évidence. Il n'y avait pas besoin de le répéter par-dessus. Oui, je crois même qu'il n'a jamais demandé votre mère en mariage. C'est vrai! C'est vrai! Mon père et ma mère ont eu les plans de la maison. C'était comme décidé d'avance avant même qu'ils se disent ou qu'ils se demandent en mariage. Et votre mère est très importante aussi à vos débuts, car c'est la seule qui vous ait repéré. Et vous étiez, je crois, au sous-sol de la maison. Et Oui. elle vous a dit, il faut aller plus loin. Oui, parce que je pianotais, justement. On avait un piano dans la maison familiale, au sous-sol. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai eu une révélation en mariant texte et musique. Je me suis dit, OK, on peut vraiment communiquer de cette façon-là. Et ma mère, qui entendait tout ça se passer dans le sous-sol, se disait, mais non, mais ça peut pas rester dans le sous-sol. Faut qu'on fasse quelque chose avec ce talent-là. Et c'est elle qui m'a inscrite à des concours. C'est elle qui a un petit peu joué le rôle de manager à mes tout débuts. Surtout qu'au début, Linda Lemay, vous pensiez ne pas vouloir chanter, ne pas avoir la voix pour chanter. Oui, et c'est grâce encore à mes parents qui ont vu que
Effectivement, je n'avais pas une grosse voix, certainement pas au début de ma carrière ou même avant ça, avant le début de ma carrière. Il me disait, t'as pas une grosse voix peut-être, mais quand tu chantes, il y a une émotion qui passe. Et moi, cette voix-là qui m'est restée dans la tête, cette phrase-là, m'a toujours guidée et rassurée. Je me suis dit, c'est pas grave si ma voix casse, si ma voix est fragile un petit peu. Tant que l'émotion passe, c'est gagné. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que à l'époque, vous vous demandiez ce qu'il faut faire, parce que vous faisiez une école après l'étude secondaire. Je crois que l'école s'appelait les GEP. Le cégep. Cégep. Oui, c'est l'étape entre l'école secondaire et l'université chez nous. Et vous ne saviez absolument pas comment gagner votre vie. Vous n'aviez aucune idée. Non, mais j'étais une artiste. Je savais que j'aimais écrire, mais je ne savais pas ce que j'allais faire de cette passion-là pour gagner ma vie. Et alors, oui, effectivement, j'étais un petit peu dans le flou lorsque j'étais au cégep. Je me suis dit, bon, ben peut-être que je vais écrire un roman. Oui. Et je me suis lancé ce défi-là d'écrire un roman. J'ai écrit peut-être une centaine de pages, je ne sais pas, puis ça ressemblait plus d'un roman harlequin qu'autre chose. Donc, j'ai abandonné l'idée, mais peut-être que ça reviendra dans mes vieux jours. Oui, mais on est encore loin. Et puis, le roman, c'est celui de votre vie qu'on va continuer à évoquer à travers une autre date, le 25 novembre 1989. À tout de suite sur Sud Radio avec Linda Lemay. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Linda Lemay, entre deux voyages au Québec et des tournées en France. Ce nouvel album, on en parle dans quelques instants, oui. À fleur de corde. 25 novembre 1989, votre première scène, et c'est la première fois sur scène que vous interprétez cette chanson. La Veilleuse, une chanson connue uniquement des amateurs et des fans de Linda Lemay. Oui. Qui était née comment, cette chanson? On dirait que j'ai toujours eu envie de parler de ce qui me fait peur en chanson. Et j'imagine que la vieillesse m'a toujours préoccupée parce que j'avais 23 ans ou 22 même quand j'ai écrit cette chanson-là. Et ça parlait de moi-même, mais de moi-même quand j'aurais 80, 85 ans, 90 ans. Alors, je m'étais projetée dans cette vieillesse-là pour tenter de la décrire. Et encore aujourd'hui, j'écoute cette chanson-là, je me dis, mon Dieu, elle est vraie. je suis de plus en plus proche de cette vieillesse parce que j'arrive à mes 60, donc c'est un gros chiffre quand même pour moi. Et j'espère que ma vie va être très, très longue, mais quand je pense à ce que je disais dans cette chanson-là, c'est vrai parce que je souhaitais que la flamme d'inspiration qui m'habitait me suive jusqu'au bout de ma vie. J'arrive à 60 et ma flamme d'inspiration est toujours aussi vive et sinon plus vive qu'à mes 23 ans. Encore plus vive et ça ne fait que commencer. Oui. Alors, il se trouve que vous accompagnez à la guitare et la guitare, c'est venu, je crois, grâce au cadeau du père d'un de vos premiers petits amis. Oui! C'est le père de Jean Tessier. Donc, ce père-là, qui, je pense, m'aimait plus que le fils, oui. Il m'aimait tellement qu'à un moment donné, il a voulu me faire un cadeau. Je ne sais pas si c'était Noël ou à mon anniversaire. Et il avait trouvé une guitare dans un marché aux puces. Et donc, ça a été la première fois, mon coup de foudre avec cet instrument-là qui a été si important dans ma carrière. Et vous n'avez pas pris de cours de guitare? Vous vous êtes débrouillée toute seule? Au début, oui, j'ai quand même pris des cours de guitare avec François Grimard, un professeur de guitare dans mon village, mais ça a été très, très court parce que très vite, j'ai voulu me débrouiller par moi-même, puis je me contentais de me faire enseigner des accords de guitare par les chansonniers que je côtoyais. Et puis, petit à petit, à force d'apprendre un accord ici, un autre accord là, je suis devenue capable d'écrire de jolies chansons. Oui, et de jouer de la guitare, on le comprendra tout à l'heure avec ce nouvel album. Alors, il se trouve que ce premier concert que j'ai évoqué, c'est un festival international qui a commencé discrètement en 69 dans une boîte à chansons, qui est devenu international, c'est le Festival international de la chanson de Granby. Oui, ça a changé ma vie, vraiment. En 89, j'ai gagné ce festival-là, oui. Mais j'avais déjà participé en 88. Oui, c'est ça. J'avais pas été retenue pour la finale, donc j'ai voulu tenir bon, j'y ai cru. Et en 89, donc, à ma grande surprise, je reçois le prix de l'autrice, compositrice, interprète. Et ça, ce prix-là,
ben, il y avait des sous dans le prix qui me permettait de faire un démo professionnel de 3 chansons. Et il y avait aussi des voyages qui faisaient partie du prix, dont un qui m'a marqué, un voyage à Saint-Malo, où est-ce que j'allais faire la première partie de Claude Léveillé. Oui. J'étais une parfaite inconnue et ça a été le coup de foudre avec le public C'est français. fou. Ouais, C'est comme ça que c'est né. Ouais. Mais en plus, ce festival, c'était pas évident parce qu'en général, le public est un amateur de rock'n'roll, pas forcément des chansons de Linda Lemay. Non, mais surtout qu'à l'époque où je suis arrivée avec mon style de chanson, il s'en faisait très peu des chansons à texte. En 89, il y avait comme un trou. Oui. Il y avait comme une absence de ce genre de chansons-là. Donc, j'avais toute la place à prendre, finalement. Donc, ça a été un bon, comme on dit, un bon timing pour moi. Oui, et en plus, le public qui vous écoutait, donc qui était amateur de rock, a fondu en larmes à la fin de la chanson. Oui, j'allais faire, suite à ma victoire au Festival de Granby, j'allais faire des petites boîtes à chansons autour. Oui. Et je me rappelle qu'il y avait des gros rockers dans la place qui étaient en larmes à ma grande surprise. Je me rappelle que j'étais là dans mes tout premiers spectacles et que je voyais ces messieurs-là fondre en larmes et j'étais très surprise de ça. Et je crois que c'est à partir de ce jour-là que vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans cet univers, Linda Lemay. Oui, j'ai su que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, lorsque j'étais au cégep, aux études, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner, cette passion-là que j'avais pour l'écriture. Et puis, au Festival de la chanson de Granby, ça a été comme, OK, à partir de maintenant, les portes s'ouvrent. Donc, je venais de me décrocher un emploi en publicité que j'ai finalement décliné parce que j'ai dit, oh non, les portes s'ouvrent, je décide, je vais foncer pour essayer de me faire une place dans ce beau milieu-là de la musique. Voilà, et puis la publicité s'est passée à autre chose et ils ne vous ont jamais regretté. Ils sont fans de vous, je Je suppose. pense qu'ils sont très heureux pour moi, oui. Alors, la chanson, je crois, en famille, on l'écoutait beaucoup à la maison et dans la voiture avec des cassettes. Oui, ça c'est vrai. Et puis j'ai rempli des cassettes de mes chansons, puis tout le monde, je faisais parvenir mes cassettes à tout le monde aussi. Donc oui, la cassette a été très populaire chez nous. Oui, mais en même temps, les goûts étaient très différents. Je crois qu'il y avait Gilles Vigneault, Félix Leclerc et Charles Bois, mais aussi Nana Mouskouri, Michel Sardou et l'idole de votre mère, c'était Joe Dassin. Joe Dassin, effectivement. Et le mien, Johnny Hallyday, Ouais, bien sûr. sûr, déjà. Évidemment. On va en reparler. Oui. Mais c'est vrai que les goûts, se mettre d'accord dans une famille sur des goûts aussi différents, c'est pas simple. Non, ben il y avait surtout des chanteurs masculins et il y avait, je dirais, 2 exceptions. C'était Nana Mouskouri et c'était Ginette Renault aussi qu'on avait là, parmi nos chanteuses préférées. Donc, ouais, ça résonnait beaucoup chez nous. Félix Leclerc aussi quand même. Et Félix Leclerc, qui a été l'un des premiers Québécois à venir en France, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque Jacques Canetti est allé le chercher au Québec, il ne voulait pas venir en France. Il dit, la France est très très loin. Il ne savait même pas où c'était. Pour les Québécois, dans les années 50, c'était le bout du monde. Mais c'est drôle ça parce que moi aussi, quand j'ai commencé ma carrière, je pensais jamais que j'aurais envie d'aller voir ailleurs. Je me serais contentée d'une carrière juste au Québec et la vie a fait en sorte que j'ai eu ce prix-là au Festival de la chanson de Granby, ce coup de foudre avec le public ici. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas que j'avais pas cette ambition-là. Donc, j'ai ça en commun avec Félix Leclerc. Je savais pas ça. Et alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que ça n'a pas marché tout de suite. Le premier album est sorti en 90. Ça n'a pas été un gros succès. Non, pas du tout. Donc, c'est un peu frustrant quand on y croit, puis on veut à tout prix que ça marche rapidement, puis qu'on se rend compte, OK, il y a du travail à faire avant de remporter un succès. Donc, il y a du travail à faire pour durer dans ce métier-là, puis pour évoluer, puis aller rejoindre un public. Mais heureusement, ça a été finalement assez immédiat lorsque j'ai sorti le 2e album. J'avais déjà assez appris, je me suis bien entourée. Et puis là, avec la sortie de l'album Y, là, c'est vrai que j'ai remporté un vrai succès de 200 000 albums. Vendre ça juste au Québec, c'était quand même assez surprenant. Oui, et l'ouverture de cet album, c'était Jamais fidèle. À la minute ultime où je me dégoûterai, danse le plus sublime sourire discret sur un visage d'ange apparu par hasard. Ce qui est extraordinaire, c'est une chanson qui s'appelle Jamais fidèle, alors que vous êtes plus que jamais fidèle au public.
C'est le paradoxe. C'est vrai que je suis une personne très fidèle, mais j'arrête pas de le dire. Donc, ça fait bizarre de m'entendre chanter. Je serai jamais fidèle aux hommes que j'aime. Parce qu'il y en a une fidèle aux hommes que j'aime, aux personnes que j'aime, aux endroits que j'aime aussi. C'est ce qui fait que je retourne si souvent à l'Olympia, d'ailleurs. Et ou dans les restos que j'aime, ben, je suis toujours fidèle et je retourne toujours aux mêmes endroits. Et pour cette chanson, pour ce Jamais fidèle, il y a eu un clip extraordinaire. On se serait cru dans Gatsby le Magnifique, tellement il y avait de décors particuliers. Oui, c'est vrai que c'était beau, c'était bien vu, cette réalisation de clip-là par Alain Desrochers. On avait fouillé quand même, on avait essayé autre chose avec une robe longue, ça marchait pas. J'avais beaucoup de mal à l'époque à trouver un look, parce que c'était pas important pour moi, le look, mais il y avait mon Warner Music qui insistait pour que j'ai un look, et finalement, bon, c'est en jeans, avec mes cheveux naturels et tout ça, c'est comme ça qu'on a décidé de faire le clip, et c'est ça qui a bien marché. Et puis on sait que le déclic, ça a été le festival de Montreux, où vous êtes venu, où Charles Aznavour et Gérard Davoust vous ont repéré. Comment ça s'est fait, Montreux? Comment c'est venu? On vous l'a proposé? Oui, ben je pense que c'est par la compagnie de disques ou par le gérant que j'avais à l'époque. Je sais même plus exactement, la mémoire me fait défaut, mais j'avais cette chance-là d'avoir été invitée dans ce gros spectacle-là. Donc, je me suis dit, oui, ça me tente d'y aller, évidemment. Quel honneur, c'était incroyable. Je savais que c'était un hommage à Charles Trenet, mais je me disais, mais comment je vais faire? Je suis pas une interprète, moi, là. Je chante uniquement mes chansons. Donc, j'avais osé passer par-dessus ma peur, apprendre des chansons de Trenet qui me ressemblaient. J'avais choisi en fonction de ce que moi je chantais, en me disant si je les avais écrites, comment je les chanterais. Et donc, j'avais osé me présenter sur scène sans savoir que, en plus du grand Charles Trenet, il y aurait aussi Charles Aznavour au premier rang et Gérard Davoust qui m'applaudirait. Donc ça aussi, ça a été un moment de ma carrière qui a complètement changé le reste de mon existence. Mais d'ailleurs, je crois que Charles Aznavour vous a fait un petit signe dans la salle. Vous l'avez vu d'abord en arrivant sur scène, en montant sur scène? Je l'ai vu en montant sur scène parce que les artistes qui participaient à ce spectacle-là étaient tous sur scène et à chacun notre tour, on allait faire notre bout de spectacle. Et après avoir chanté la chanson Ma Maison de Trenet, toute seule à la guitare avec mon ami Yves Savard, alors qu'il y avait l'orchestre complet en arrière des meilleurs musiciens du monde, on a décidé de faire ça à ma façon, c'est-à-dire 2 guitares. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je fais un album de guitare et c'est comme ça qu'on a remporté ce succès-là. Et donc, à la fin de la chanson Ma Maison, j'ai vu Charles Aznavour lever un pouce comme ça en me regardant puis en hochant la tête en signe d'approbation. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. C'était même pas ma chanson en plus. Mais ça veut dire qu'il a aimé mon interprétation. Ah là, ça m'a donné confiance en moi. Donc, quand je suis revenue sur scène un petit peu plus tard dans le spectacle pour chanter La Visite, eh ben là, c'est toute la salle qui était écroulée de rire. Et puis, ça a été un moment, je pense que Charles Aznavour a beaucoup aimé, au point où il a décidé de dire à Gérard Davoust dans l'oreille, on va lui demander si elle est libre d'édition. Exactement, et ça on connaît la suite. Et quelqu'un d'autre qui a compté aussi dans votre parcours, on va l'évoquer à travers une autre date, le 29 août 2000. À tout de suite sur Sud Radio avec Linda Lemay. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Linda Lemay, ce nouvel album, on va en parler dans quelques instants. Oui. On en revient au parcours, on a évoqué vos débuts difficiles, on a évoqué ce festival de Montreux où vous avez rencontré Charles Aznavour, et puis le 29 août 2000, une autre rencontre en coulisses au Théâtre Saint-Denis. Johnny Hallyday, vous vous souvenez de ça? Ben, je me rappelle tellement. Puis je pourrais pas l'oublier de toute façon parce que en chanson, j'ai transcrit exactement ce qui s'est passé lors de cette rencontre-là sur un ton un peu humoristique, mais c'est réellement la vérité. Donc les gens qui veulent vivre avec moi ce moment très spécial de ma première rencontre avec Johnny Hallyday, eh ben on n'a qu'à écouter la chanson le 29 août 2000 au Théâtre Saint-Denis et puis on y est. Alors, je crois qu'il y avait Greg Zlapp, son harmoniciste en coulisses. Greg Zlapp me racontait que quand il a vu Johnny pour la première fois, il a rencontré quelqu'un qui connaissait tous les harmonicas par cœur, ce qui l'a surpris. Oui. Et là, vous le rencontrez, et qu'est-ce qui se passe alors? Oh mon Dieu, mais c'est un moment que j'attendais
presque pas, dans le sens où que j'appréhendais cette rencontre-là, parce que on a peur d'être déçu quand on admire tellement quelqu'un, puis qu'on en a rêvé pendant des années et des années. On se dit, ça pourra jamais être aussi beau que ce que j'ai dans mes rêves. Mais Johnny Hallyday m'a toujours tout donné, ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et ce jour-là, ce qu'il m'a dit, c'est... plein de belles choses. Premièrement, il me vouvoyait pendant que moi, je le tutoyais. J'étais là, non, mais je t'aime tellement depuis toujours. Oh, vous... Puis, en tout cas, je me rappelle pas exactement ce qu'il a dit, mais je me rappelle de quand j'ai tourné les talons, qu'on s'est dit au revoir et qu'il m'a dit qu'il m'attendrait à la soirée après, soirée VIP, à laquelle j'ai pas assisté parce que je voulais pas rater le moment magique. Ce qu'il m'a dit... La voix que j'ai entendue derrière moi, c'est en passant, vous êtes très jolie. Ça a été parfait. Je ne voulais plus toucher à rien du tout de ce moment-là. En fait, il était en tournée internationale pour l'album 100%, qu'il avait fait avec son fils David. Il avait commencé à Toulouse, il allait à Los Angeles, il était passé par Montréal ce soir-là. Oui, exactement. Le Théâtre de Saint-Denis, qui est un des plus beaux théâtres de Montréal. Oui. Et je crois que la première chanson de Johnny Hallyday que vous avez entendue, Linda Lemay, c'est celle-ci. Pour moi, ma mère m'a donné sa robe de mariée. Le pénitencier. Le pénitencier fait partie des premières, parce qu'il y avait Que je t'aime aussi, oui. qu'on avait sur un album compilation. Alors, ces chansons-là, le pénitencier, je l'avais adoré lors d'un reportage à la télé quand j'étais toute jeune. Chez Tante Thérèse. Chez Tante Thérèse, c'est ça. Puis je le voyais en sueur en train d'interpréter tout ça. Puis ce qui est drôle, c'est que plus tard, j'ai vécu cette chanson-là, Le pénitencier, mais en live, pour vrai. Il l'a fait pour moi, en disant sur scène, j'aimerais saluer mon amie Linda Lemay. Ça, c'est la dernière fois que je l'ai vue en spectacle. Et là, il m'avait chanté Le pénitencier, mais vraiment en me dégoûtant dessus. Tu sais, là, j'étais sur le bord du stage, puis lui, il était là, puis il me chantait « Toi, la fille qui m'a aimé », en me regardant dans les yeux. Comment on peut espérer plus beau moment quand on est fan inconditionnel? D'ailleurs, je crois qu'il vous a jeté sa serviette, non? Oui! Ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir voir sur une vidéo quand la serviette a volé et que je me suis élancée sans penser à quoi que ce soit d'autre que d'attraper ce cadeau de la vie. Et vous l'avez conservé, bien sûr. Oh oui, puis il faut pas que personne y touche parce que c'est très précieux pour moi. Ouais, d'ailleurs, Claude François, lui, jetait une chemise en satin à la fin du spectacle dans le public, mais la chemise était déchiquetée. Ah ben oui. Et Charles Aznavour, il jetait un mouchoir à la fin de La Bohème, je crois. Oui, voilà. C'est vrai. Ça, je l'ai jamais attrapé, par exemple. Ça manque. Alors, Le pénitencier, c'est une histoire, en fait, au départ, c'est une chanson de Bob Dylan, une des premières chansons de Bob Dylan, The House of a Rising Sun. En fait, Hugo Frey l'a adapté en français avec Lynn Buggy, mais à l'époque, c'était pas un pénitencier, c'était une maison close. Et pour la France, on a changé les paroles. Pour vrai? Oui. Je savais pas. Oui. Ah, vous m'en apprenez. Ouais. Alors, il se trouve que effectivement, la découverte de Johnny chez Tante Thérèse, il faut pas faire de bruit parce qu'elle regarde Johnny à la télévision. Oui, effectivement. Puis c'est peut-être grâce à ça qu'on a été donc forcés d'écouter en silence ce reportage. Et si j'avais pas vécu ce moment-là et que j'avais pas pu me concentrer sur ce que je regardais puis qu'on s'était mis à jouer, peut-être que je serais passée à côté d'une des plus grandes passions de ma vie, c'est-à-dire les chansons de Johnny Hallyday. Ça a été le choc, les chansons et le public autour. Les chansons, le public, l'ambiance, de découvrir cette bête de scène, mais d'une générosité folle avec son public. C'est un artiste unique. Moi, il m'a tellement comblé de bonheur. J'aimais tellement l'écouter. Il m'a tellement bercé, accompagné dans toutes les périodes de ma vie que je lui en serai à jamais reconnaissante. Et puis, c'était quelqu'un de beaucoup plus bavard hors interview qu'on l'imaginait. Moi, j'ai parlé des heures avec lui quelquefois. Il avait beaucoup d'humour. Il avait un côté pince sans rire total. Capable de faire des blagues comme un enfant. C'est vrai. Alors, il est devenu votre idole et je crois que lorsque vous êtes venu en France, Linda Lemay, votre but, c'était de le rencontrer un jour.
Ben oui, effectivement. Ben ça, c'était la première fois que je suis venue en France. Ouais. On parlait tout à l'heure de Saint-Malo. J'avais su qu'il était à Bercy, alors que moi, ben, j'étais sur mon chemin vers Saint-Malo, je pense. Ou c'était en 91, en tout cas. J'ai fait quelques voyages quand même en France suite au Festival de la chanson de Granby. Je sais pas c'était lequel. Et je me rappelle qu'on avait eu des passes pour aller voir les répétitions de Johnny Hallyday à Bercy. J'étais là avec ma sœur Diane, perdue dans Paris. On connaissait rien du tout. On arrive devant les gardes de sécurité. On a dit, ouais, mais il y a quelqu'un à Montréal qui nous a dit qu'on pouvait venir voir Johnny Hallyday aux portes de Bercy. Eh bien, ils sont allés vérifier. Et c'était vrai. Oui. C'était vrai. Notre contact était le bon. Donc, on est rentré dans cet après-midi-là. On a vu Johnny avec Adeline sur scène et tout ça. Puis j'ai même pas osé l'approcher parce que j'étais trop timide. Mais j'ai assisté donc à ces balances. Oui, et ces répétitions étaient très précises. Il savait exactement ce qu'il voulait à n'importe quel instant. Il savait dire à ses musiciens ça oui, ça non. C'était extraordinaire. Ouais. Ah oui, j'ai été très impressionnée. J'étais complètement sous le charme. Et puis, il y a aussi une autre rencontre, je crois, dans la loge de l'émission de Michel Drucker, quand vous êtes en train de parler avec Guy Béard. Oui, Guy Béard, j'ai adoré. Et Johnny arrive. Et Johnny arrive. Ah oui, c'était... Et Johnny arrive, vous êtes en train de faire coiffer. Ah ouais, non, je me rappelle plus. J'ai oublié. Est-ce que j'ai oublié Johnny Hallyday une fois dans ma vie? Vous avez entendu sa voix et vous étiez en train de vous faire coiffer à côté. Ça se peut. Et vous n'aviez pas quoi faire. Oui, mais là, je l'ai vu par la suite quand même plusieurs fois, Johnny Hallyday. J'ai eu cette chance-là. Donc, des fois, les gens sont surpris de dire, mais comment ça que tu nous parles des derniers spectacles où est-ce qu'il t'a présenté comme son ami et tout ça, comme si c'était une des premières fois que tu le rencontrais. Mais non, j'ai eu cette chance-là d'avoir la voix de Johnny dans mon oreille lorsqu'on partageait des repas. Je l'ai quand même côtoyé à quelques reprises. J'ai eu ce privilège exceptionnel. Mais pour moi, j'étais tellement toujours la petite fille de 9 ans quand ça arrivait. J'étais toujours trop impressionnée. Donc, tout son humour, puis ce qu'il aurait voulu créer d'amical avec moi, ben ça marchait jamais parce que j'étais trop impressionnée. Et pourtant, vous avez même chanté devant lui dans Taratata. Ah oui, ça, c'est vrai. Je tiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Et en plus, une chanson de Charles Aznavour, c'est ça qui est extraordinaire. Tu vois, comme tout est dans tout, comme on dit chez nous au Québec. Ça veut dire que oui, effectivement, tout est lié. Et ça a été tellement un beau moment, ce taratata-là, sauf que je me rappelle que, tu sais, ça avait été long, l'enregistrement, puis on avait bien échangé, on avait ri avec Johnny Hallyday, puis là, après ça, j'attendais avec impatience de voir le résultat à la télévision, parce que je voulais le revivre. Et puis là, il y avait presque plus rien dans le montage de ce moment magique, et je l'ai jamais revu. Et je me rappelle que j'avais pleuré tellement c'était important pour moi, puis j'aurais voulu là avoir ça immortalisé quelque part. Mais je sais pas si ça existe. En tout cas, je lance ça. Oui, on demandera à Nagui s'il a les rushs de cette émission. Oui. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est le parcours de Johnny. Il y a eu une ascension petit à petit. Vous aussi, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain en France. Les premières salles, il y avait quelques fans et puis ça s'arrêtait là. Exactement. Ben c'est sûr qu'il faut être déterminé quand on veut faire ce métier-là, puis il faut bien s'entourer. Donc, je me rappelle quand on s'est installé pendant 2 mois à l'Européen, à Paris, pour justement tenter de faire en sorte que le bouche à oreille fasse son effet. Ben là, ça prenait toute mon équipe, Gérard Davoust, Geneviève Girard et toute la belle gang qui croyait en moi à l'époque. Fallait qu'on y croie parce qu'il y a eu des moments au début des 2 mois où est-ce que la salle était à moitié vide et moins qu'à moitié vide. Et il y avait quelques personnes qui venaient. On réussissait à faire déplacer des gens du métier, mais c'était quand même pas facile. Alors, j'ai fait des spectacles devant quelques dizaines de personnes. Puis au bout des 2 mois, ben là, la salle était comble et j'ai vécu des moments magiques avec des invités spéciaux dans la salle, comme je me rappellerai toujours quand Francis Lalanne est venu sur scène me chanter Pleure un bon coup, ma petite Véro, parce que c'était une chanson qui m'avait beaucoup, beaucoup guidée dans mon écriture. Ça avait été un grand moment pour moi. Mais moi, je me souviens du soir où un soir, ça a démarré. On ne sait pas pourquoi. Un soir, la salle était pleine et ça n'a plus des amplis. Et
maintenant, c'est plein partout. Et surtout, vous êtes l'une des rares à prolonger la soirée par des séances de dédicaces avec un public dont vous connaissez presque chaque prénom. Puis c'est vrai, puis ça se confirme encore aujourd'hui. Puis aujourd'hui, lorsque je rencontre mon public après les spectacles, ben il est pas rare qu'on me dise moi je suis avec ma fille qui vient d'avoir une fille, donc ça vient à 3 générations et on me dit moi j'ai été bercée par tes chansons, puis moi c'est mon père qui m'avait fait connaître parce que t'étais sa chanteuse préférée. Donc il y a comme quelque chose de très familial quand je vais voir les gens après les spectacles. C'est souvent leur 15e, leur 20e fois qu'ils viennent me voir et ça me touche énormément. Donc, de savoir qu'au fil des années, j'ai toujours réussi à les surprendre avec des nouveautés, avec des nouvelles histoires qui les touchent toujours autant et sinon plus. Et vos filles viennent régulièrement. Je crois que Jessie, la première, est venue vous voir au Sentier des Halles quand elle avait quelques mois à peine. Elle avait 9 mois, oui. Sentier des Halles, c'était la première salle à Paris. Oui. D'ailleurs, Charles Aznavour était venu sur les petits bancs très peu confortables du Sentier des Halles. Je me rappelle que je me disais, il est vraiment assis là dans la salle, dans cette toute petite salle où est-ce qu'il s'était passé une vraie magie. Et ma fille, effectivement, n'avait que 9 mois à son premier voyage à Paris. Et après, ça a démarré. Et je crois que les chansons viennent n'importe quand. C'est-à-dire que l'inspiration peut venir chez vous un matin ou même dans un avion. Oh, ça vient souvent dans l'avion parce que c'est des moments où j'ai du temps à moi. Quand on est dans le tourbillon de nos vies, des fois, c'est difficile d'avoir des moments juste à soi où est-ce qu'on peut vraiment se plonger dans une idée puis aller fouiller plus loin, trouver les images et tout ça. Donc, quand je suis dans l'avion, c'est vrai que c'est facile pour moi de me mettre à écrire le texte d'une chanson. C'est moins facile, cependant, après ça, de mettre la musique. J'aime ça quand je suis chez moi, à la maison, pour écrire des chansons parce que face au fleuve, avec la guitare sur les genoux, c'est extraordinaire de pouvoir créer en même temps la musique et les paroles. Alors, c'est un point commun que vous avez avec Charles Trenet qui disait « Je fais des chansons comme un pommier fait des pommes ». Oui. C'est ça? Ben, c'est un peu ça, parce que je ne force jamais l'inspiration à être au rendez-vous. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, c'est qu'il y a un débordement d'émotions. Je ne fais qu'obéir au débordement d'émotions et de me laisser surprendre par ce qui veut bien sortir de moi. Donc, je regarde ce qui se passe sur mes feuilles, parce que j'écris encore dans des cahiers. Moi, je suis de la vieille école. Oui. Et puis après ça, au niveau de la mélodie, je suis jamais en train d'essayer d'écrire dans un style en particulier. Moi, il faut que la musique porte le texte et c'est tout. C'est ça qui va donner le style de ma chanson. Et ça donne un nouvel album qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 6 février 2026. À tout de suite sur Sud Radio avec Linda Lemay. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Linda Lemay, le retour. Bon, on a évoqué tout ce passé, mais le 6 février 2026 est sorti un album qui s'appelle À fleur de corde. D'abord, je suis sûr que le titre, c'est vous qui l'avez trouvé, À fleur de corde. Ben non, c'est Jean-Félix Lalanne qui l'a proposé parce que j'en avais proposé d'autres, je me rappelle même pas. Puis j'adore trouver des titres pour les albums, mais quand il a sorti l'expression À fleur de corde, je me suis dit, ouais, mais c'est beau ça, j'aurais aimé ça le trouver. Mais là, en même temps, comme c'est lui qui a posé sa guitare sur cet album-là de façon si géniale, je me suis dit, OK, oui, non, ça convient complètement à l'album qu'on vient de faire ensemble. Alors, c'est un album qu'on va évoquer. Il faut savoir qu'il y a des anciennes chansons et des nouvelles chansons avec Jean-Félix Lalanne à la guitare et avec vous, à deux guitares. Et l'exemple le plus flagrant de cet album, c'est une chanson qu'on a entendue tout à l'heure, mais qu'on écoute dans sa nouvelle version. Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Deux guitares et Jean-Félix Lalanne. Et je crois que l'idée est née lorsque Jean-Félix Lalanne est venu vous voir à l'Olympia, Linda Lemay. Ben en fait, l'idée de l'album peut-être, mais avant qu'ils viennent me voir à l'Olympia,
Il m'avait invité à aller participer à un spectacle, ou en tout cas faire un spectacle avec lui à 2 guitares, à un festival à Courseulles-sur-Mer. Alors, il faut préciser que Courseulles-sur-Mer, c'est en Normandie. Oui. Et c'est l'une des plages de débarquement. Oui. Et c'est sur cette plage qu'ont été arrêtés les premiers Allemands par les alliés français. Exactement. Donc, c'est un show que ça me tentait de faire avec lui et ça a été un moment génial. Donc, il est venu à l'Olympia pour qu'on en parle, pour qu'on parle de ce spectacle-là. Et là, il dit qu'il a vraiment eu une claque, comme il l'explique, quand il a entendu l'ensemble de mes chansons, le spectacle, l'émotion et tout ça. Il avait juste envie d'une chose, c'était de monter sur scène avec moi. Et quand il est venu, finalement, pratiquer, répéter le spectacle pour Courseulles, avant même qu'on fasse deux accords ensemble de guitare, on a eu la même idée, celle de faire un album ensemble. On le savait d'avance, il y avait comme une évidence, on savait d'avance qu'on allait bien s'entendre, on savait d'avance qu'on avait la même façon d'aborder ce jeu de guitare-là sur des chansons qui étaient les miennes. Et puis, la magie a opéré tout de suite. Il vous connaissait, mais vous ne le connaissiez pas, vous, parce qu'il est très célèbre, parce qu'il a fait notamment un spectacle autour de la guitare qui est depuis 10 ans joué partout. Oui. Et vous ne le connaissiez pas, vous l'aviez jamais rencontré. Ben, je l'avais jamais rencontré, donc ça a été une belle rencontre, un coup de foudre artistique, mais je le connaissais quand même un peu comme guitariste, parce que moi, quand j'étais au début de la vingtaine, que je commençais à écrire des chansons plus sérieusement, ben, j'écoutais en boucle un album qui s'appelle Lalanne à Pantin, donc un album de son frère. Et sur cet album-là, il y avait même une composition guitare de Jean-Félix Lalanne. Donc, je connaissais déjà sa façon de me faire vibrer. Donc, un jour, je crois que c'est à l'été 2025, ils seront à Montréal chez vous. Oui, exactement. Donc, quand il est arrivé pour répéter le spectacle et que j'ai eu l'idée folle de lui proposer de faire un album. D'abord un café, vous voulez proposer un café? Un café. Donc, on s'en va à la cuisine. Là, je prépare le café. Puis là, je me dis, hey, non, faudrait quasiment faire un album ensemble. Il regarde sa femme, Caroline, qui était là, elle aussi. Et il dit, ben non, mais c'est ça que je te disais ce matin, que je voulais lui proposer ça. C'est incroyable quand même. Donc, qu'on soit connecté à ce point-là, c'est complètement fou. Et puis, toute cette connexion-là qu'on avait déjà, ben, ça s'est concrétisé après ça dans les arrangements de l'album à fleur de corde. Oui, alors justement, comme vous avez un grain de folie, oui. Vous avez immédiatement décroché votre téléphone et appelé votre guitariste Yves Savard, oui. qui a un studio. Exactement, il a un studio à Laval, pas loin de Montréal. Et donc, je parle à Yves et je lui dis, je suis avec Jean-Félix Lalanne, grand virtuose, guitariste extraordinaire. Donc, vous allez bien vous entendre parce que Yves Savard aussi est un virtuose de la guitare acoustique. Et je dis, on a envie de faire un album ensemble, on vient de décider ça. Est-ce que tu as du temps? Il dit quoi? Quand? La semaine prochaine? Dans un mois? Non, j'ai dit demain. On venait de se rencontrer avec Jean-Félix et le lendemain, on était donc en studio en train d'attraper ces premiers moments-là où est-ce qu'on joue les chansons ensemble pour ne rien rater de cette magie de la première fois. Moi, souvent en studio, c'est ça que j'aime attraper, c'est quand on découvre l'émotion de la chanson en la jouant pour la première fois avec l'autre. C'est ça que j'aime capter, parce que sinon, on essaie de répéter cette magie-là, de l'imiter dans une Xème version, puis on n'y arrive jamais. Donc, on est allé attraper ces moments de... Mais décider un matin de faire un album le lendemain en studio, c'est quand même pas si courant, Linda Levesque. Non, il faut être complètement fou. Oui. Mais l'affaire, c'est que j'ai trouvé mon égal au niveau de la folie. C'est ça qui est merveilleux. Je connais un autre exemple, c'est Django Reinhardt qui rencontre Charles Trenet un soir pendant la guerre dans un cabaret. Oui. Ils disent, bon, on va faire une chanson ensemble. Et le lendemain matin à 9h, ils sont en studio. Et c'était La Cigale et la Fourmi avec Django Reinhardt qui a improvisé autour, vous voyez. C'est vrai? C'est vrai. Comme quoi, tout est possible. Alors, sur cet album, il y a plusieurs chansons. Il y en a une qui s'appelle « Maintenant que les hommes ». Oui, « Maintenant que les hommes ». Maintenant que le quart des princes charmants s'enduisent les ongles
boules de vernis se farcissent les oreilles de diamants avant toute bonne cérémonie. Maintenant que les femmes se bodybuildent, pendant que les hommes se prennent des smoothies, que les femelles parlent de bolide, pendant que les hommes se prennent en Alors, c'est une selfie. chanson que Maintenant vous que les connaissez hommes déjà, Oui. que vous avez reprise. Mais alors, le problème de Jean-Félix Lalanne, c'est qu'il a fallu s'adapter à ces chansons. Exactement. On donnait une deuxième vie à certaines chansons. Donc, il y avait Le plus fort, c'est mon père, de Tes rêves à mes rêves, Semblant de rien, qui est une ancienne chanson aussi. Et il y avait celle-ci qui est quand même assez récente parce qu'elle faisait partie de mon grand projet Il était 11 fois, donc des 11 albums de 11 chansons. Maintenant que les hommes, mais complètement dans une version différente, donc très très guitare cette fois, bien évidemment. Et puis je trouve que au niveau du son aussi, Dominique Blanc-Francard qui a mis sa patte là-dessus, c'est lui qui a fait en sorte que c'est bien beau de faire un album à deux guitares, mais encore faut-il que les deux guitares sonnent bien, qu'elles soient très rondes, qu'elles soient agréables à écouter, puis qu'on entende bien l'histoire que je raconte. Alors la petite équipe a fait du grand travail. Oui, mais en plus, c'était pas simple parce que Jean-Félix Lalanne ne connaissait pas cette chanson au départ. Il a fallu presque improviser pendant l'enregistrement. Oui, exactement. Mais on aime ça improviser, donc c'était pas un problème. On respire ensemble, donc tout s'est fait naturellement. Et comme d'habitude, il y a des chansons gaies et des chansons beaucoup plus dramatiques. Et il y a des nouveautés, dont cette très belle chanson, La fille de Clément. Des murmures lointains qui reviennent en écho, des souvenirs de ses mains en dessous de mon manteau. Dire qu'encore à présent, non, personne ne sait que la fille de Clément garde encore son secret. Ça aussi, c'est une chanson poignante. Il est inspiré finalement par des faits authentiques où des jeunes femmes se retrouvent pratiquement à la rue. C'est ce qui vous a inspiré. Oui, mais malheureusement, ce sont des choses qui sont trop fréquentes. J'ai été invitée à participer à un spectacle qui s'appelle Le show à coucher dehors. C'est pour créer des liens avec les gens qui sont en situation d'itinérance. Et quand j'ai reçu cette invitation-là à participer à ce show-là, spontanément, j'ai écrit cette chanson. J'ai incarné cette jeune fille qui est dans la rue. Mais quand on gratte un peu, quand on fouille un peu, on se rend compte que ce qui l'a mené, les événements qui ont fait en sorte qu'elle s'est retrouvée à la rue, ben, ça peut être différent pour tout le monde. Ça peut être une détresse financière, ça peut être une maladie mentale, ça peut être plein de choses. C'est jamais un choix d'être à la rue. Et elle, ben, il est question d'inceste. Alors, c'est un sujet très délicat qui revient quand même à 2 reprises dans dans l'album Les tapis d'aiguille et La fille de Clément. Oui, et des sujets qui vous tiennent à cœur et qui sont des sujets que vous traitez à votre façon, c'est-à-dire unique, Linda Lumley. Merci. Alors, une autre chanson qui est une ancienne chanson, mais qui est reprise aussi et qui est un peu votre Marseillaise personnelle. T'as du plomb dans la tête et ce soir je me la paie. Tu veux pas faire la fête, tu veux pas faire la paix. Ça me tentait pas d'attendre après ta bonne humeur. Ce que tu viens d'entreprendre, c'est un mauvais quart d'heure. C'est pas ma faute si des fois c'est en plein restaurant. C'est vrai que j'ai les envie de cahiers, toi si on veut faire un beau cadeau, on vous offre un cahier, je crois, Ça, Linda c'est Lumley. vrai. Puis là, je parle de mon compagnon de vie dans cette chanson, c'est-à-dire de mon crayon, Oui. évidemment. Et c'est ça, c'est une chanson qui date d'il y a très, très, très longtemps et qu'on a revisité donc avec Jean-Félix. Et le rythme est toujours aussi entraînant. Et vous êtes l'une des rares à écrire encore avec un cahier et des crayons. Ah, moi, j'adore. Je te dis, j'entame un nouveau cahier, là, c'est la fête dans mon cœur. Je vois un cahier de pages blanches et là, je salive juste à l'idée de le remplir d'encre. C'est vraiment une vraie dépendance pour moi. Faire des listes, même quand je suis pas inspirée pour faire des chansons, juste le geste d'écrire est important pour moi. Je me fais des listes, mais écrire, je trouve ça beau. Je trouve ça, c'est un besoin. Et Brassens écrivait aussi tous ses textes à la main, mais il les recopiait et il offrait ensuite le texte à des amis. Oh. Donc les gens pensaient que c'était un original de Brassens et le vendaient comme ça ou un jour, alors qu'il y avait 10 exemplaires de la même chanson. Ah, c'est vrai? Oui, Ah, j'adore l'anecdote. c'est tout à fait authentique. Alors, il se trouve que dans cet album, vous avez aussi demandé à Jean-Félix Lalanne de chanter, ce qui est une première. Oui, parce qu'on est allé faire au bout de la semaine où est-ce qu'on avait répété le spectacle, donc, puis qu'on avait
à côté de ça, fait un album. On est allé faire un petit spectacle dans une boîte à chansons. Donc, ça nous servait un peu de répétition, si on veut, pour le gros festival. Et dans la loge, il était assis là, dans le divan, je me rappelle encore du moment, puis je lui demandais, toi, t'en écris des chansons? Puis là, il me disait, oui, il avait écrit pour tel artiste, et qui avait celle-ci, puis il a commencé à fredonner une chanson qui était très touchante. J'ai dit, mais non, mais vas-y, chante-la au complet. Alors, il osait pas trop, il était timide. Et là, il me chante la chanson, que s'est-il passé? Et là, j'avais les yeux tout humides. J'ai dit, mais pourquoi on la mettrait pas sur l'album? Mais oui, ce serait merveilleux pour clore l'album. Alors, il l'a fait. C'est une chanson, la seule chanson, paroles et musique donc, de Jean-Félix Lalanne sur l'album. Et il s'accompagne seul à la guitare. Donc, c'est son moment sur l'album et c'est ça qui vient clore en beauté cet album. Mademoiselle, qui êtes-vous? Moi, c'est papa. Vous me rappelez votre mère dans ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Ce que je n'aime pas, je l'aime parce que c'est vous, parce que c'est toi. Toi que j'ai connu tellement frêle que tu enfondais sous mes doigts. Alors, clôturer, c'est pas le mot, puisque à partir de cet album est née d'abord Olympia, plein à craquer, 67e Olympia comme d'habitude. Il faut se battre pour avoir des places, tellement le public est là. Et puis une tournée. Une tournée, oui, qui s'en vient. Donc, à peine je termine la tournée, la 11e folie, que je débute le grand projet de tourner autour de leur guitare avec Jean-Félix. Donc, c'est une tournée assez particulière parce que vraiment, là, on ne sera que 2 sur scène. Oui. En tout cas, pour débuter la tournée, c'est sûr et certain. Et d'après moi, on va faire toute la tournée comme ça. 2 sur scène. Ça va être très représentatif de l'album qui va... donc, la tournée va accompagner cet album-là qui s'appelle... En octobre, avec entre autres Bordeaux, Biarritz, Toulouse, Marseille, des villes chères. On va se promener partout à travers la France. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des tournées. Mais c'est dur de m'en empêcher parce que c'est une vraie drogue quand on a cette passion-là de la scène. Moi, le partage avec les gens du public, de sentir qu'on vibre de la même façon, qu'on est ému par les mêmes sujets, qu'on se fait du bien en dédramatisant avec de l'humour et qu'on a le même humour un petit peu partout dans toute la francophonie. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, puis avec vous en spectacle, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Oui, j'essaie de faire attention parce qu'à un moment donné, on a fait une tournée où est-ce que je répondais à plein de demandes spéciales. J'essayais d'intégrer toutes les demandes spéciales que je recevais sur les réseaux sociaux au spectacle. Ça faisait des spectacles qui dépassaient les 3 heures. Alors, il a fallu que je change un petit peu là, parce que ça devenait hors de contrôle. Alors, il y a le spectacle La 11e folie qui était plus resserré. Et puis, il y a le spectacle avec Jean-Félix Lalanne. On va essayer de respecter un genre de 2h15. Voilà. Mais en tout cas, nous, on respecte le fait que vous continuez à chanter le plus longtemps possible parce que c'est pas un respect, c'est un bonheur. Oh. Il y a cet album, donc, à fleur de corde, cette tournée, puis d'autres choses encore. Et vous reviendrez entre 2 voyages nous raconter la suite, Linda Lemay. Toujours. Hein? La carrière ne fait que commencer. Et voilà. Merci, Linda Lemay. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.